Livy, pour la santé de tous. Savez-vous qu'apprendre à bien respirer peut améliorer votre santé mentale ? C'est pourquoi Livy vous propose cet exercice tout simple. Inspirez par le nez pendant 2 secondes, expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Vous vous sentez déjà mieux ? On peut vous aider. Livy, pour la santé de tous. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa. Je m'appelle Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. La recherche de sens et d'alignement guide toutes les actions que j'entreprends. À travers ce podcast, je vous partage mes rencontres inspirantes pour que l'on prenne ensemble le chemin de l'épanouissement personnel et professionnel. Vous trouverez les idées, les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes connues ou inconnues, de professionnels ou d'autodidactes, sur des sujets autour du business, du développement personnel, de l'art, de l'entrepreneuriat, du bien-être, du voyage, de la famille ou encore de la spiritualité. Ma seule mission, vous accompagner de la manière la plus accessible possible dans la réalisation de vous-même et dans la poursuite de vos rêves. Cette semaine, j'ai le plaisir de tendre mon micro à Ludivine, alias Ludico Girl sur les réseaux. Si vous êtes enceinte, maman ou future maman souhaitant garder la forme, vous ne serez sûrement pas passé à côté. Si c'est le cas, voici une petite présentation. Ludivine est la créatrice de Womum, le premier studio fitness en ligne pour les mamans, 100% adapté à chaque étape de la vie de femme. En plus d'être chef d'entreprise, Ludivine est la maman de 2 petites filles, épouse et ancienne expatriée à Hong Kong, endroit où je l'ai découverte. Dans cet épisode, nous parlons reconversion, maternité, couple, expatriation. Ludivine nous parle également de la façon dont elle a réussi à émerger et se faire une jolie place dans son secteur d'activité. Enfin, elle nous livre ses meilleurs conseils pour faire du sport et bien manger, quelle que soit sa situation. Enceinte, avant ou après la grossesse. Un épisode motivant, ressourçant, qui donne envie de troquer Netflix contre quelques foulées. Hello Ludivine. Bonjour Laura. Je suis super contente. On me disait en off à l'instant qu'on a eu du mal à faire ces interviews. Ça fait depuis le mois de mai qu'on y est. Mais c'est bon. Je pense que c'est la bonne. Aujourd'hui, si je t'ai invitée sur le podcast, c'est parce que j'ai envie qu'on parle ensemble de ta reconversion professionnelle, tout d'abord, et ensuite de tes petits conseils pour rester en forme physiquement et mentalement avec le sport, et notamment pendant la grossesse, avant et après l'accouchement également. De toute façon, on va en parler ensemble. Tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Ludivine, j'ai 35 ans. J'ai deux enfants, 2 petites filles, qui ont 4 ans et 2 ans. Et je suis également mariée. Et on habite en France, dans le sud de la France, à Pau. D'accord. Une région dans laquelle tu te sens bien ? Écoute, ça va. Je connaissais pas trop non plus. Je mets un petit peu de temps à m'y faire parce que je suis à la base d'une grande citadine. Ouais. Je viens de région parisienne. J'ai habité pendant très longtemps en Asie, dans des grandes villes. Et c'est vrai que se retrouver à Pau, tu as besoin d'un petit temps d'adaptation, Ouais, tu vois. Donc, clair. mais en soi, c'est une ville qui est très sympa, une ville moyenne très sympa. Et on s'y sent bien. D'accord, super. Et dans la vie aussi, tu es également coach sportive. Voilà, c'est ça. Je suis coach sportive spécialisée pour les femmes Ouais. et plus en fait dans le pré et le postnatal. J'ai envie de commencer par une citation extraite de toi, il n'y a pas de piège. Tu dis « Ma vision du sport et de la forme est très holistique. Je m'attache à ce que chacune de mes élèves prenne du plaisir dans leur pratique sportive. Je ne suis pas adepte du no pain, no gain. » Qu'est-ce que tu as voulu dire par cela ? Et qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas tombée justement, que tu ne tombes pas dans le no pain, no gain ? Alors écoute, moi je tire déjà cette phrase de mon expérience perso, parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de sport, je courais énormément et j'étais un petit peu dans la performance, tu vois, voilà. J'étais carrément dans le no pain, no gain. Et puis en fait, je me suis rendu compte avec le temps que ça, c'était pas quelque chose qui était très sain.
et qu'il valait mieux approcher l'activité physique avec davantage de plaisir et vraiment essayer de se concentrer sur tous les aspects positifs que le sport, la pratique sportive peut engendrer dans notre vie plutôt que se mettre la pression et se faire des entraînements ou se tenir à un rythme sportif un petit peu trop élevé qui au final n'est pas très sain. Et concrètement, j'applique ça du coup avec mes coachés, comme je le dis, pour avoir coaché plusieurs femmes. C'est vrai que mettre trop la pression aux gens et leur mettre des objectifs trop importants, c'est quelque chose qui réussit, enfin qui marche pas. Ouais. Et en fait, il y a vraiment pas en fait que le côté sportif qui est important en fait pour se sentir bien dans son corps. Il y a tout plein d'autres choses et c'est pour ça que mon approche est vraiment très holistique. Tu as la partie nutrition qui est importante, la partie aussi un petit peu psychologique qui est relation à son corps qui est très importante. Et donc tout ça, moi je l'ai appliqué pour moi il y a quelques années. Je l'ai appliqué avec mes premières élèves quand j'ai commencé mon métier de coach sportif. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, 7 ans après, je le constate toujours encore plus auprès des mamans. Tu es revenu un petit peu sur ce que je voulais te demander. Moi, j'aime bien faire de retour en arrière avec mes invités pour comprendre aussi les enfants qu'ils étaient. Tu me disais que tu faisais du sport assez jeune. Quelle petite fille étais-tu? Et justement, comment tu as découvert le sport en fait? Est-ce que ça vient de ta famille ou pas du tout? Oui, alors moi j'étais une petite fille très réservée, un peu bonne élève, tu vois. En primaire, j'étais la bonne élève, première de classe et tout. Après ça s'est un petit peu corsé au collège et au lycée, mais c'est vrai que j'ai toujours été très très attirée par le sport. J'étais toujours pareil, première dans mes classes de PS et tout. Et puis, ouais, on va dire que j'étais vraiment très sportive de mes 6 ans jusqu'à mes 15 ans. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai mon papa en fait qui est militaire, enfin qui était militaire, et lui il a toujours été très sportif et c'est vrai qu'il m'a apporté un petit peu cet exemple. Il était il se fait du sport tous les 2 jours, très très actif, et ça c'est vrai que je pense que c'est ça qui m'a motivée vraiment à être active dans mon enfance. Et puis après est venue l'adolescence. Alors là, l'adolescence, gros coup de mou, où bien sûr le sport c'est plus du tout ta priorité. Donc je pense que de mes 16 ans à mes 21 ans, tu vois, j'ai rien fait du tout. Ouais. Et puis à partir de mes 21 ans, là je me suis rendu compte un petit peu que ça me manquait, et je me suis remise du coup à courir surtout. Comme je le disais, et puis petit à petit, avec les années, j'ai fait évoluer ma pratique. Mais voilà, ouais, une petite fille sportive mais assez discrète. Ouais. Tu pensais à ce moment-là à faire un métier dans le sport, donc petite et après un peu plus tard? Alors écoute, pas du tout. Moi, quand j'étais petite, j'ai jamais eu vraiment, tu vois, d'envie en me disant moi, je veux faire ça plus tard. Moi, on me disait toujours, Ludivine, toi, tu t'es faite pour enseigner. Et en fait, on me disait toujours, toi, t'es faite pour être professeure des écoles. Donc pendant un temps, je me suis un peu renseignée sur cette voie-là, et au final, ça me convenait pas. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté enseignement et partage qui a toujours été là, qui a toujours été présent en moi, et les gens me connaissant mon caractère, me disaient vraiment t'es très bonne pour transmettre du savoir. Et tu vois, sans le savoir, au final. Plus de 20 ans après, je ne suis pas professeure des écoles, mais je transmets du savoir sur tout ce qui est sportif. Ouais, c'est intéressant. Donc justement, c'est une reconversion, toi, de devenir coach sportive. Ce n'est pas ton premier métier. Donc quel est ton premier métier? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors mon premier métier, j'étais en marketing et commerce. J'ai fait un BTS, j'ai fait ensuite une licence et ensuite une école de commerce, et je me suis tout de suite mis dans des postes marketing, trade marketing, et puis ensuite vraiment commercial. J'ai commencé mon tout premier job sans parler de mes petits stages, on va dire, mais je travaillais chez Lindt, par exemple, en trade marketing, chez Nestlé, où j'étais chef de secteur.
Et puis ensuite, quand j'ai été diplômée, je suis partie vivre à Singapour. Et là, j'ai pareil eu un job très commercial où je travaillais dans la pâtisserie et je vendais des produits pâtissiers aux chefs pâtissiers, tu vois. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis voilà, est venu le moment de ma reconversion, donc rien à voir. En fait, ça a été juste une prise de... J'ai voulu me reconvertir parce que déjà, d'un point de vue personnel, j'ai déménagé à Hong Kong pour rejoindre mon chéri. Et en fait, je me suis dit, ok, là, qu'est-ce que je fais? J'ai plus mon boulot à Singapour. J'avais vraiment envie de changer de voie, de me rapprocher plus vers des choses qui me faisaient vibrer. Je trouvais pas plus trop de sens en fait dans ce que je faisais. Et donc j'ai cherché un petit bout de temps parce que tu vois, c'était pas, tu vois, enfin être coach sportif, c'était pas le truc que je gardais en moi depuis des années en fait. Mais en fait, ouais, je me suis dit pourquoi. Enfin, j'aime enseigner, j'aime partager. Et j'aime le sport. Donc, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais pourquoi pas, du coup, te former à ce métier-là. Et puis, tenter quelque chose sur Hong Kong et Macao. Parce qu'à l'époque, du coup, je faisais un peu les allers-retours entre Hong Kong et à Macao. En fait, au final, on s'est bien stabilisé à Macao pendant 5 ans. D'accord. Et voilà, et ça a commencé comme ça, tout doucement. Avec, du coup, une reprise de cours et de formation sur Hong Kong pendant 6 mois. Et voilà. D'accord. C'est très fréquent, c'est vrai, de se reconvertir quand on est expatrié parce qu'en général, on change de métier. En fait, on abandonne son métier pour réfléchir à quelque chose d'autre. Toi, tu penses que si tu t'étais pas expatrié, tu te serais pas forcément reconverti? Écoute, je ne pense pas, ouais. Souvent, j'y pense, tu vois, je me dis quelle aurait été ma vie si j'étais restée en France. Et clairement, elle ressemblerait pas du tout à celle que j'ai aujourd'hui. Je pense que je serais restée dans le salariat et je serais chef de produit, qui était un peu mon rêve, tu vois, quand je suis sortie d'école de commerce. Je voulais travailler en marketing pur. Et je pense que j'aurais évolué comme ça. Quelle formation tu as faite donc tu parlais de formation pendant 6 mois. Laquelle tu as faite, si tu peux un petit peu nous en parler? Oui, j'ai passé une certification américaine qui s'appelle NASM dans un centre sportif à Hong Kong. Et puis après, j'ai passé diverses certifications, surtout dans le pré et le post-natal, après quand je me suis spécialisée, des certifications anglaises, américaines et puis une australienne aussi, que j'ai fait au fur et à mesure. Ok. C'est un métier qui est assez masculin. Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même il y a davantage de coachs sportifs hommes. Quels ont été un petit peu, du coup, tes défis, en fait, tes ressentis par rapport à ça? Et est-ce que tu as dû te confronter à quelques défis, quelques obstacles, justement, en évoluant et en faisant une formation qui va être plus... on va dire, adressé aux hommes? Ouais, alors écoute, moi, j'ai pas rencontré de problème par rapport à ça. Pendant ma formation, il y avait pas mal de nanas. Et après, moi, j'ai lancé mon activité donc au niveau local à Macao, en indépendante, tu vois, j'ai pas rejoint de salle de fitness. Donc en fait, j'évoluais moi dans mon petit univers avec mes clientes qui étaient féminines. Et j'ai pas été confrontée vraiment à de problèmes avec les autres coachs sportifs masculins qui étaient présents sur Macao. On était assez proches et on s'échangeait nos tips, nos retours d'expérience et voilà l'évolution du marché local. Donc non, franchement, moi j'ai pas eu trop de problèmes par rapport à ça. Ok, d'accord. Si on peut justement, c'est toujours intéressant d'avoir, surtout quand on se reconvertit, un peu les étapes de ta reconversion, qu'elles soient très pratiques et qu'elles soient aussi un peu psychologiques. Si tu peux nous parler concrètement de la mise en place de ton activité, comment tu as trouvé déjà, comment tu t'es lancée concrètement et comment tu as trouvé après tes premières clientes? Oui, alors ça a été assez facile en fait de trouver des clientes. Alors en fait au début, parce que mon activité de coach a évolué de, on va dire, coach physique à coach en ligne. Donc tout au début, moi j'ai lancé donc mon activité physiquement à Macao, où j'avais donc des clientes qui étaient soit expatriées ou soit des locales.
Pendant 2 ans, j'ai fait ça, donc des cours privés pour ces clientes-là. Et puis, donc ça, c'était en 2014, je crois. Et c'était également les prémices d'Instagram. Ah oui, c'est vrai. Prémices d'Instagram et puis aussi les prémices, tu sais, du fitness en France qui commençait un petit peu à se développer. Commençait beaucoup à parler un peu des fit girls, des choses comme ça. Enfin voilà, le fitness se démocratisait, l'activité physique se démocratisait. Et moi, tu vois, je m'étais ouvert un petit compte Insta, voilà, pour partager mes recettes, mon expérience en fait en tant que coach, aussi en tant que fille, tu vois, qui habite à Macao, expat, et tu vois, ça intéresse toujours les gens. Et puis, petit à petit, en fait, ma communauté s'est développée sur Instagram. Et beaucoup de jeunes filles françaises sont venues vers moi en me demandant des conseils sur le sport. J'avais vraiment décelé ce besoin d'accompagnement. Elles étaient un petit peu perdues face à toutes les infos que tu pouvais trouver sur le web, sur Instagram. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas proposer du coaching en ligne pour accompagner ces jeunes femmes. Donc, j'ai développé petit à petit mon activité aussi en ligne, où je faisais des accompagnements individuels à distance, où je faisais un premier point sur leurs objectifs. Ensuite, en fonction de ça, je leur établissais des plans d'entraînement hebdomadaires ou mensuels avec des vidéos pour leur expliquer les mouvements et tout. Et du coup, elles suivaient ça de manière indépendante, autonome depuis la France ou même ailleurs parce que j'en avais dans d'autres pays aussi. Et voilà, et ça s'est super bien développé, ça a bien marché. Et sauf qu'à un moment, pareil, j'ai été confrontée à un problème positif, mais c'est que j'avais trop de coachés. J'en avais entre 10 et 15. Et en fait, si tu veux continuer à faire un bon suivi, bah, tu peux pas continuer à accepter du monde. C'était plus possible. Moi, je travaillais énormément parce que je gardais aussi un peu mon activité en local. Donc, ça devenait un peu compliqué. Et donc, voilà. Et tu vois, le marché a beaucoup évolué. Pareil, le fitness, on commence à avoir un petit peu des programmes en ligne, des choses comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer ton coaching individuel, mais le transformer en fait en programme que tu pourras vendre sur Internet. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai transformé un petit peu mon activité physique locale en vrai business en ligne, où j'ai proposé à partir de 2016, c'était mon premier programme en ligne qui s'appelait le programme Ventre Plat et qui a super bien marché. Et voilà, et c'est là où vraiment tout le côté online a pris le dessus dans mon activité. Petit à petit, j'ai eu un petit peu moins de clientes. Vers la fin 2016, j'ai eu un petit peu moins de clientes en physique pour vraiment me concentrer sur la partie qui marchait bien, le online. Et puis après, je suis tombée enceinte de ma première fille. Donc là, pareil, gros changement, gros chamboulement. Parce que du coup, moi personnellement, tu vois, je me disais, ok Ludie, qu'est-ce que tu continues à faire du sport, t'es en forme, mais qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire, tu vois. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui existaient, pas beaucoup d'infos. À l'époque, c'était 2016. Alors, c'est pas si loin que ça, hein. C'était il y a 4 ans et demi. Ouais, mais ça évolue tellement vite, en fait, les contenus online et tout. Ça va tellement vite que ouais, je comprends qu'il n'y ait pas grand-chose en 2016, quoi. Alors que c'était hier, quoi, en soi. Justement, exactement. On va reparler de ce studio Womum, mais j'avais juste 2 petites questions avant. Aujourd'hui, il existe... Donc beaucoup, tu me disais justement, en 2016, il n'existait pas encore beaucoup de contenu. Aujourd'hui, il en existe beaucoup plus, des Français, des Anglais, des Américains. Alors, tu m'as peut-être déjà répondu, hein, mais selon toi, c'est quoi un peu tes facteurs clés de succès, ce qui a fait que tu as réussi à émerger à ce moment-là dans ce milieu aujourd'hui qui est très concurrentiel, mais du coup qu'il était peut-être un peu moins avant, puisque tu as quand même rapidement émergé, on peut se le dire, et aujourd'hui tu as une très belle communauté. Alors écoute, moi je pense que ce qui a fait la différence, c'est que j'ai évolué dans un milieu très anglophone, avec beaucoup tu vois, tous mes savoirs, toutes mes formations, ça vient des États-Unis, de l'Angleterre, d'Australie. Et en fait, clairement, eux, ils ont un temps d'avance par rapport à nous sur plein de choses. Et en fait, moi, en 2015-2016, j'étais déjà très sensible à tout ce qui était prise en compte du plancher pelvien dans l'entraînement, du plancher pelvien au périnée chez la femme. Quelque chose qui, à l'époque, 2016, t'entendais pas du tout parler de périnée, rien du tout, des bons, des mauvais abdos.
Donc moi, j'ai été très sensibilisée à ça via voilà, des diverses formations et puis personnes que je suivais, tu vois, sur les réseaux, coach qui prenaient ça en considération. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ça fait carrément sens. J'adhérais vraiment au truc et je me dis, pourquoi pas du coup le proposer aussi et me spécialiser un petit peu là-dedans. Ah oui. Et parler de ce point-là clé, essentiel, et démocratiser un petit peu plus en France. Alors, heureusement, il y a déjà aussi en France Bernadette de Gasquet, que s'il y a des mamans qui nous écoutent et qui sont sportives, elles doivent la connaître. Une professeure de yoga qui, elle aussi, était parlée de ce sujet. Donc, moi, j'ai un peu mixé l'approche américaine avec l'approche française. Et j'ai proposé tout de suite, en fait, des programmes, et notamment le programme Ventre Plat, qui est un programme qui sort un petit peu de l'ordinaire. Tu vois, c'est pas genre, je te vends le programme Comment grossir ses fessiers, que tu peux voir 10 000 programmes sur Internet maintenant pour cet objectif-là. Moi, c'était vraiment un programme spécifique, renforcer sa sangle abdominale de manière correcte quand tu es une femme et qui préserve ton périnée, qui est respectueuse de ton corps de femme. Et ça, tu vois, personne n'avait cette approche-là, personne prenait ça en compte. Et je pense que c'est ça qui a permis de me démarquer, notamment donc, dans l'univers féminin. Et après, mes diverses spécialisations en pré- et post-natal a confirmé un petit peu vraiment cette niche, en fait, dans laquelle je me suis placée très tôt. Et si on parle un petit peu justement de l'inspiration, donc tu me disais, c'est sûrement tous ces contenus américains, anglais qui avaient un temps d'avance, en fait, clairement sur la France. Comment tu trouves, donc comment tu trouvais et comment tu trouves aujourd'hui, sans cesse, des idées de vidéos, des idées de sujets, puisque moi, je te suis sur Instagram, je te connais depuis Hong Kong, parce que je vivais aussi à Hong Kong à ce moment-là. Toi, voilà, qu'est-ce qui te drive en fait au quotidien pour poster autant ? Ouais, alors déjà, merci de me dire ça me rassure. Moi, j'ai l'impression, tu vois, depuis 1 an et demi que j'ai sorti le studio, je poste beaucoup moins parce que j'ai plus trop, j'ai pas le temps et l'énergie cérébrale pour poster autant que je voudrais. Mais en tout cas, comment je tire mon inspiration, beaucoup, et via les réseaux sociaux, en fait. Tu vois, je suis des coachs, je regarde des vidéos sur YouTube, que ce soit des coachs féminins, mais des coachs aussi masculins avec une autre approche. Mais tu vois, je mixe un petit peu les différentes approches, je les adapte en fonction de moi, mais ma vision des choses, en fonction de mes clientes et de leurs problématiques. J'essaie vraiment de rester à l'écoute un max de ce qui se fait. Et puis aussi, j'essaie vraiment de toujours me former. Tu vois, j'ai toujours une formation en cours, en fait. C'est important. Des formations... je continue toujours sur les formations américaines, australiennes, anglo-saxonnes, parce qu'ils ont des trucs super intéressants et je me retrouve davantage là-dedans que d'autres formations françaises. Aussi, c'est parce que je pense que j'étais pas présente physiquement en France, donc j'étais moins sensibilisée à ça. Là, tu vois, je suis rentrée en France, donc il y a des formations que j'aimerais bien prendre en France aussi, mais bon, c'est vrai qu'avec mes bébés, mes filles et tout, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, vraiment rester toujours formée et pas se dire, tu vois, c'est bon, t'as passé ton diplôme en 2014, t'es coach et puis voilà, tu fais ton taf et t'évolues pas. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment la pire erreur à faire quand t'es coach sportif et même un professionnel en règle générale. Ouais, je pense c'est vraiment toujours essayer de te former, de rester à l'écoute de ce qui se passe et d'essayer de faire évoluer ta pratique au fur et à mesure. Exactement. Je pense qu'en plus, dans n'importe quel corps de métier, c'est bien de rester alerte quand on est à son compte, justement, pour tout le temps se former, pour proposer à ses clients des nouvelles choses. Si on parle un petit peu donc, de ton studio WOMUM, qui est le premier studio fitness en ligne pour les mamans. Donc tu disais que cette idée t'était venue quand tu es devenue maman. Est-ce que voilà, tu peux nous parler de la genèse de cette création de studio? Je crois que tu as eu une histoire de maternité difficile. Je ne sais pas trop si c'est lié à la création de ce studio. Alors écoute, pour revenir sur le côté de la maternité, j'ai eu une première période postnatale difficile, on va dire, avec ma première Maya, où j'ai accouché donc à Hong Kong, et en fait j'avais comme projet un accouchement naturel, et en fait j'ai fini en césarienne d'urgence avec la vie de mon bébé et ma vie en danger. Et voilà, on est passé à ric-rac, tu vois,
Mon Dieu. On l'a fait, donc c'est super, mais voilà, un accouchement traumatique et puis un postpartum assez difficile parce que j'avais un petit bébé qui pleurait énormément, qui avait un reflux et donc c'était assez compliqué. Et puis moi pareil, hein, me faire à ce nouveau statut de maman qui est pas évident. Et puis également moi, en fait, je m'étais dit ok, j'ai mon bébé, mais tu vois, je vais continuer de travailler normal. C'est pas parce que j'ai un bébé que ma vie va changer. Enfin, j'étais un peu en mode super maman, quoi, pareil, tu vois, qui va rien changer à sa vie. Et puis, au final, tu te prends une grosse claque dans la tronche. Et voilà. Donc, des premiers mois un peu compliqués. Ouais. Voilà. Et puis voilà. Et puis, ma deuxième fille qui arrivait en octobre 2019, donc 2 ans après, juste à notre retour, enfin, quelques mois après notre retour en France, du coup, retour définitif, enfin, ouais. Et du coup, là, un postpartum beaucoup plus serein parce que j'ai pas refait les mêmes erreurs que ma première. Mais pareil, toujours cette volonté de me dire j'ai envie de continuer mon activité parce que j'adore ce que je fais, ça me drive, c'est vraiment mon énergie au quotidien. Et tu vois, j'arrive pas à me dire ok, Ludie, tu t'arrêtes pour genre 3-4 mois, tu fais que t'occuper de ton bébé et c'est tout. Tu vois, j'arrive pas à faire ça. Ouais. Et en fait, c'est vrai que je pense qu'à chaque fois, mes grossesses, elles ont été un petit peu des déclencheurs. Ça me donne une nouvelle énergie. Et Thaïs avait 3 mois et je me suis dit, bon, allez, il y a une nouvelle année, là c'était décembre 2019, il y a une nouvelle année qui commence. Je sentais que je pouvais pas continuer sur le même modèle que j'avais avant, où je vendais des programmes de manière individuelle, où j'avais des programmes un petit peu éparpillés partout, des prénatales, des postnatales, des pertes de poids. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens. Et en termes de communication, c'était assez dur pour moi. Parce que j'avais l'impression que j'étais pas efficace. Et puis surtout, je me disais, mais c'est bête parce que j'ai des programmes qui, au final, sont liés chacun entre eux. Et c'est dommage de les vendre de manière séparée. Donc là, c'est là où je me suis dit, mais pourquoi pas faire une plateforme, en fait, où tu mets tous tes savoirs, tous tes programmes, pour vraiment en faire une plateforme dédiée à la femme, à la maman, et pour l'accompagner, en fait, dans toutes ces étapes, parce que c'est vraiment Ouais, c'est des étapes qui s'enchaînent. T'es enceinte, t'accouches, t'es dans le postpartum, tu finis ton postpartum, t'es en mode, ok, là, je veux perdre mes kilos, je veux me retonifier. Et voilà, et tout est lié. Donc, je voulais vraiment essayer de tout consolider à un même endroit. Et voilà, et donc je me suis dit, fin 2019, ok, go, je fais ça. Et donc, je me suis entourée d'une équipe, parce que depuis le début, j'étais toute seule. C'est une grosse charge de travail. Et je me suis dit, là, de toute façon, tu peux plus le faire, Ludie, avec deux petites filles en bas âge. C'est très, très compliqué. Donc, je me suis entourée de 2 personnes au début pour m'aider à développer la plateforme. Et puis voilà. Et en fait, au final, la plateforme est sortie le 20 avril 2020. Ouais. Et c'était au beau milieu du confinement, D'accord. sans le vouloir. Ouais. Et ça a été une réelle chance, en fait. Bah oui. Parce que les gens étaient chez eux, les gens faisaient des cours en ligne. Moi, j'étais beaucoup présente aussi sur les réseaux à cette époque où je faisais des lives, tu vois, quotidiens ou tous les 2 jours. Et ça m'a offert une très, très belle visibilité. Et mon produit vraiment correspondait aux besoins des personnes à ce moment-là. Donc voilà, ça a commencé comme ça en avril 2020. Et depuis, voilà, ça roule. Et Womum, ça vient d'où? Enfin, comment t'as décidé de ce nom? Alors en fait, c'est une contraction de woman et mum. D'accord. Ouais, voilà. Ça m'avait pas sauté, alors que maintenant, quand tu le dis, c'est très logique. Mais Ouais. C'est vrai que ça ne saute pas aux yeux pour beaucoup, donc il faudrait peut-être que en termes de com, que j'approfondisse un peu. mais c'est juste, maintenant que tu me le dis, c'est très clair. Justement, j'ai envie de parler de rapport au corps parce que c'est tellement important et tellement difficile pour certaines femmes, donc on va en parler de tout ça. Et en plus, moi je suis enceinte aussi, donc ça m'intéresse personnellement. Ouais. Félicitations, je ne savais pas. Oui, je l'ai pas annoncé, mais ça fait 3 mois là, je vais l'annoncer cette semaine, je pense. Génial. mais du coup, est-ce que tu peux donc nous expliquer un peu ce que tu proposes? Donc il y a vraiment des programmes donc enceinte et des programmes postnatal. Enfin, avant de tomber enceinte et postnatal, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, sur le studio, tu as 3 catégories. Tu as une catégorie prénatale, donc où là, c'est que des entraînements pour les femmes enceintes qui sont adaptés à chacun des trimestres de grossesse. Ouais.
Tu as une partie postnatale où c'est une catégorie qui va du mois 1 au mois 9 postnatal. Et dans chaque mois, tu as des entraînements qui sont adaptés à cette période-là du postnatal pour une reprise sportive vraiment progressive et adaptée. Ok. Voilà. Et puis après, tu as une partie que j'appelle tonification perte de poids. Donc là, qui est ouverte aux jeunes femmes qui sont soit pas mamans du tout ou des mamans qui souhaitent, avoir une pratique sportive un petit peu plus intense pour avoir qui ont un objectif physique et qui souhaitent vraiment se challenger avec peut-être soulever un petit peu plus de poids, avec des impacts, des choses comme ça. Donc, tu as ces 3 grosses catégories-là. Et puis après, autour de ces 3 grosses catégories, tu as d'autres choses qui rentrent dans mon approche holistique. Tu as la partie nutrition, où tu as des recettes qui sont disponibles. Des recettes qui sont faciles, rapides, saines, mais tu vois, pas des trucs trop bizarres avec des ingrédients que tu n'arrives pas à trouver, tu vois, c'est des trucs relativement faciles à faire. Et tu as toute une partie aussi experte, parce que comme je te disais au début, c'est que je pense que être bien dans sa vie, dans son corps et dans sa tête de maman, c'est pas uniquement via le sport que tu l'acquiers, c'est via différentes choses. Et en fait, moi, j'aime inviter des expertes pour qu'elles développent des sujets qui répondent à des problématiques des femmes et qui puissent leur donner des clés. Donc, que ce soit peut-être la gestion du stress, que ce soit la gestion du postpartum, mais pas sportif, mais plus, tu vois, psychologique. T'as une sophrologue, t'as des profs de yoga aussi qui interviennent pour proposer du yoga, différentes pratiques autres que le fitness. Parce que je pense que voilà, avoir une pratique sportive, c'est saine, c'est pas uniquement, tu vois, faire à fond qu'une seule et même pratique, mais je pense que en tout cas, moi, c'est ce que je recommande, c'est essayer de s'épanouir via la pratique de deux voire 3 pratiques complémentaires qui ont des effets différents sur le corps et sur le mental. Toi, aujourd'hui, je voulais te demander, donc suite à, voilà, tu nous as expliqué un peu ton parcours, la création de ton studio et les raisons pour lesquelles tu les as créés. Aujourd'hui, si on parle, rapport au corps, toi, aujourd'hui, personnellement, en fait, quel est ton rapport au corps après 2 grossesses? Très bonne question. Alors, écoute, moi, mon rapport au corps, quand j'étais, pareil, je vais partir de quand j'étais plus jeune, je faisais très attention à ma ligne. Je voulais toujours être fine, tonique, et il y a eu des périodes dans ma vie en plus où j'étais trop fine, tu vois. Mais pour moi, c'était vraiment super important. Je faisais très attention à ça. Et puis, en fait, mes grossesses m'ont complètement changée. Parce que j'ai vu mon corps évoluer, surtout pour ma première grossesse, du coup, pour la première fois, j'ai vu des grosses formes qui apparaissent. Et c'est vrai qu'au début, c'est compliqué, surtout quand t'es coach, t'es beaucoup dans le physique, dans l'image. Donc, les premiers mois, ça a été difficile de voir mon corps évoluer. Et puis, en postnatal, écoute... pareil, ma première grossesse, en fait, c'est vrai que c'était pas genre grosse lune de miel avec mon corps, tu vois. J'appréhendais pour la première fois ces transformations. Je découvre mon corps en postnatal où j'étais pas énorme, tu vois, mais tout est mou, il y a tout à refaire, tu vois. À refaire, voilà. Ouais. Donc du coup, ça a été un petit peu dur, un petit challenge quand même pour moi de voir mon corps comme ça, mais je me suis remis au sport de manière pareil, progressive, adaptée. J'ai vraiment adapté, moi, tous mes programmes que je propose, je les ai testés sur moi d'abord. Ça a marché, j'ai retrouvé une silhouette dans laquelle je m'aimais. Et j'ai de la chance. Quand tu parles de manière progressive, ça va être, si tu peux un peu plus rentrer dans le détail pour que celles qui nous écoutent puissent s'adapter. Ouais, alors au début, le premier mois, moi, vu que j'ai une césarienne, déjà, tu vois, c'était un petit peu plus long la reprise. Premier mois, j'ai rien fait vraiment parce que j'avais pas du tout la tête à ça. J'étais un peu sous l'eau avec mon bébé et puis, bien sûr. Puis voilà, mes douleurs de césarienne. Mais les premières choses que j'ai faites, c'est des petits mouvements de respiration et de synchronisation, en fait, d'engagement du périnée avec sa sangle abdominale. Donc vraiment des mouvements très très doux. Reprendre un petit peu, tu vois, reprendre contact avec ce corps, mes sensations. Faire pas mal de stretching aussi parce que j'allaitais et j'avais le haut du corps complètement tendu. Donc ça a été vraiment juste du mouvement progressif. J'ai marché aussi avec ma fille. Et puis après, je suis venue à peu près 2 mois et demi, tu vois. J'ai commencé le renforcement musculaire
tout doux au poids du corps et avec des élastiques aussi, qui sont des équipements très intéressants en postnatal. J'ai repris le renforcement musculaire à base de 2 séances, tu vois, par semaine à peu près, mais des petites séances, genre 20 minutes, 25 minutes. Et puis, en fait, en gros, voilà, j'ai fait évoluer ma pratique petit à petit en incorporant des poids plus ou moins lourds en fonction voilà, de l'évolution de ma période postnatale. Mais en gros, jusqu'à mes 9 mois postnatal, tu vois, j'ai senti vraiment mon corps encore en postnatal. J'ai pas retrouvé mes sensations comme avant. Et c'est là où cette phrase, pour moi, elle est vraiment tellement vraie. C'est 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. À 9 mois, j'ai vraiment senti un truc qui a changé, où j'ai retrouvé un peu, tu vois, un corps plus tonique. Même si je m'entraînais, il restait quand même un petit pas comme je voulais. Et puis à partir des 1 an de ma fille, là, ça a commencé à se remettre vraiment comme je voulais. J'ai repris les impacts parce qu'avant, pareil, je sentais pas, tu vois, à me refaire des impacts, des squat jumps, des trucs dans tous les sens. Voilà, donc ça, c'est pour la pratique sportive. Donc, mon corps, pendant ma première période postnatale, je découvrais en fait tout ça, c'était tout nouveau. Et puis pour ma deuxième grossesse, pour Thaïs, écoute, j'ai beaucoup mieux accepté la transformation de mon corps. J'adorais mon corps enceinte, j'adorais mes rondeurs. Et pendant ma période postnatale, pareil, je me suis beaucoup moins mis la pression qu'avec Maya pour retrouver un physique svelte. J'avais 2 enfants aussi à m'occuper, donc tu vois, t'as aussi moins de temps, moins d'énergie. Thaïs a mis assez longtemps à faire ses nuits, genre jusqu'à 6 mois, tu vois. Donc en fait, tant que j'arrivais pas à dormir la nuit, j'avais du mal le matin à me lever parce que j'aime beaucoup me lever tôt le matin pour m'entraîner. J'avais vachement de mal à m'entraîner et me lever. Donc pareil, je me suis pas mis la pression et j'ai laissé mon corps se remettre progressivement, même s'il n'était pas au top du top. Je me suis dit c'est ok. Et là, tu vois, ça y est, ça fait 2 ans que j'ai accouché de Thaïs, donc je suis censée normalement, pour moi, hein, c'est ma référence à moi, je me dis ça va, après 2 ans normalement tu dois être ok, au top. Et la vie fait que je suis toujours pas au top parce que j'ai d'autres priorités en fait, tu vois. J'ai lancé mon studio, j'ai donc énormément de travail très sédentaire au final. Et puis pareil, j'ai mes 2 petites, ma vie de famille et ma vie perso à gérer, et au final, tu vois, je suis pas je fais pas les entraînements comme aussi régulièrement que j'aimerais, aussi efficace que j'aimerais. Et aujourd'hui, j'ai un corps qui est ok, tu vois. Je suis pas, pour moi, je suis ok, mais ça n'a pas atteint l'objectif physique que j'aimerais avoir, et je suis ok avec ça. Je suis ok de voir de la cellulite sur mes cuisses parce que je reste trop longtemps sur ma chaise et que je fais pas assez d'entraînement. Je suis ok de voir ma poitrine qui est toute petite et pas très plus très ferme comme avant. Je suis ok avec ça en fait. Tu vois, je suis pas là à me dire ah mais regarde nan, nan. Des jours ça va, des jours ça va pas, tu vois. Je te dis pas que je suis tout le temps au taquet, mais je me dis que mon corps il m'a offert 2 enfants, que c'est merveilleux et que c'est juste normal que nos corps soient un petit peu différents de notre vie avant grossesse. Et j'essaie vraiment encore plus depuis que je suis maman à prendre aussi en compte ma santé mentale, qui est limite plus importante maintenant depuis que je suis maman de 2 avec un business et voilà, et beaucoup de challenges, que ma santé, que mon corps physique en fait. Parce que tu vois, si t'es une maman avec vraiment c'est très personnel, hein. Moi c'est comment je vois les choses, après chacun a son approche, mais tu vois, si j'étais la maman ok avec le corps au taquet de la coach sportive, tu te dis elle c'est une coach donc elle doit être super bien gaulée, mais à côté de ça t'es pas bien mentalement, t'es stressée, t'es pas dispo pour tes enfants, tu cries sur tes enfants et tout, je trouve ça nul, quoi, tu vois. Donc c'est pas mon objectif. Je préfère être d'abord bien dans ma tête, et puis mon corps, bien sûr, c'est un lien, c'est important. Mais moi, en ce moment, en tout cas, c'est surtout ma santé. Comment trouver cet équilibre mental pour être une bonne maman, une bonne épouse, et puis en même temps une chef d'entreprise, et atteindre les objectifs pro que j'ai.
tout temps, bien sûr, essayer de prendre soin de mon corps, ce qui est important. Mais je ne me juge pas trop. Exactement. Et quand tu parles de ça, ça me fait penser que moi, j'ai appris il y a très peu de temps, justement, par Anna Roy, qui est sage-femme, qui disait que le postpartum durait 3 ans et que les femmes sont en postpartum pendant 3 ans. Et c'est hyper important. Et moi, ça m'a vachement rassurée, en fait, on va dire, de savoir ça. Parce qu'en fait, quand tu dis t'as pas forcément récupéré, t'as encore un peu de fatigue, tu dois tout gérer de tous les fronts, parce que tes filles sont encore jeunes et que cette période dure longtemps. Et en termes d'alimentation, toi, comment tu as géré un peu tes grossesses et après justement la grossesse, comment tu as géré toi? Et bien sûr, à chaque fois que je te demande, c'est ce que tu conseilles aussi à tes clientes finalement. Parce que justement, comme tu dis, voilà, le sport, ça, c'est holistique et il y a aussi l'alimentation et il y a aussi tout ce qui est santé psychologique. Ouais, alors l'alimentation, pareil, ça a été... J'ai évolué aussi, pareil, au fur et à mesure des années. Et mes grossesses m'ont aussi fait évoluer énormément. Avant, surtout quand j'étais à Macao et Hong Kong, j'étais à fond dans vraiment le healthy food, tu vois. Genre, tout ce que je mangeais, c'était vraiment super clean. J'étais à fond là-dedans. Et donc, c'est très bien. Mais je pense que j'étais un petit peu trop à fond. Et tu vois, quand je faisais des écarts, ça me stressait un petit peu. Je me disais, tu vois... je me stressais un petit peu avec la nourriture. Et en fait, mes grossesses m'ont reconnecté vraiment à mes sensations. Et tu vois, j'avais faim, je mangeais. Et si j'avais envie de manger un truc, en fait, qui n'était pas du tout dans le truc healthy, comme je pensais avant, c'était OK. Je le faisais quand même, je le mangeais, je m'écoutais, je me dis, c'est fait du bien à moi, à mon bébé. Et alors, bien sûr, je te dis pas que t'as envie de manger des burgers tous les jours au McDo. Je te dis pas qu'il faut faire ça, mais tu vois, j'étais vraiment plus relax par rapport à mon alimentation. Je me suis reconnectée à mon corps, à ce qu'il me demandait vraiment pendant mes grossesses. Et pareil en postnatal, je me suis pas du tout mis dans la restriction calorique en période postnatale. Ça, c'est l'erreur qui arrive énormément chez les jeunes femmes en se disant voilà, allez, je peux perdre tous mes kilos, je me mange du poulet et de la salade pendant un mois et puis et en fait c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut essayer vraiment de penser à tout l'aspect nutritif, les bons nutriments que tu apportes à ton corps pour qu'il se reconstruise de l'intérieur, parce que tout est chamboulé, pour qu'ils te permettent aussi de te donner l'énergie pour vivre ces semaines et mois challengeants avec beaucoup de fatigue. Et du coup, moi, je suis vraiment... je suis vraiment OK avec l'alimentation maintenant, tu vois. Je mange de tout. Je suis principalement végétarienne. Je mange un petit peu de viande de temps en temps. Mais voilà, vraiment, je mange de tout. Je me fais plaisir. Et si un soir, j'ai envie de me manger un Magnum parce que j'ai envie de manger un Magnum, tu vois, je me mange le Magnum sans me dire, tu vois, c'est pas top. Je sais que, en fait, après, ce que j'essaie, moi, d'expliquer à mes clientes, c'est que c'est un équilibre. Un équilibre qui se fait sur le plus ou moins long terme, tu vois, on va dire que c'est sur un équilibre d'une semaine. Si tu te lâches le dimanche ou le samedi soir parce que tu as une soirée, tu as un truc, fais-le, franchement, kiffe ta soirée. Et puis tu sais que le dimanche, de toute manière, si tu es à l'écoute de ton corps, il va pas te demander de manger encore trop et de faire trop d'excès. Et si tu arrives à balancer entre... c'est ce qu'on retrouve, c'est 20-80, tu vois. 80% du temps, tu manges correctement de manière saine et diverse. Et puis 20% du temps, tu manges un petit peu plus... tu te fais plaisir et tu te fais des excès que tu as envie, quoi, de manière quand même raisonnable. Et ça, normalement, si tu arrives à pratiquer ça et plus de l'activité physique, tu vois, au moins 3 fois dans la semaine, normalement, tu vois des résultats et tu conserves une bonne énergie et tu es OK avec ton corps. Ouais, justement, et on en parlait aussi au début de l'interview, tu disais, on est dans la sortie de zone de confort, bien sûr, en faisant du sport quand on est enceinte et après l'accouchement, mais on n'est pas du tout dans le dépassement de soi. Toi, c'est important pour toi d'avoir cette valeur-là, cette façon de travailler là. Ouais, voilà, alors le dépassement de soi, c'est bien, mais il faut que ce soit équilibré. Tu vois, moi, souvent, dans mes entraînements, par exemple, tonification de perte de poids, souvent, je leur dis aux filles, il faut sortir de votre zone de confort. Si vraiment vous avez un objectif physique à atteindre, que vous voulez perdre du poids, que vous voulez galber votre corps, clairement, il faut se dépasser. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais il faut, voilà, à côté, allier une pratique peut-être plus douce pour contrebalancer tout ça, tu vois, le stress physique que tu as généré,
via ta pratique intense, il faut contrebalancer ça avec une pratique peut-être plus douce, de yoga, de stretching mobilité, de pilates. Mais essayer de trouver cet équilibre dans ta vie et de pas être juste à fond, ok, sport à fond, et puis ne rien avoir de doux dans sa vie parce que je pense qu'à terme, ça fonctionne pas. Tu dirais qu'il faut combien de temps à peu près pour perdre les kilos Alors là, il n'y a pas de réponse... Parce que ça dépend vraiment énormément des jeunes femmes, ça dépend déjà du nombre de kilos qu'elles ont pris pendant la grossesse, de leur niveau sportif avant la grossesse. Ça dépend de leur alimentation, ça dépend de leur fatigue, leur niveau de stress, ça dépend de leur équilibre hormonal. Il y a plein de facteurs vraiment qui sont spécifiques à chacune de nous et on peut pas donner vraiment une moyenne, te dire ok, à 3 mois normalement c'est bon, t'as tout perdu. Quels sont les sports que tu vas préconiser pendant la grossesse et après la grossesse? Alors écoute, pour moi il n'y a pas de meilleur sport. Je pense que la chose la plus importante en prénatal et même en postnatal, c'est de prendre plaisir dans le sport que tu pratiques. Parce que donc, pendant la grossesse, tu as énormément de fluctuations d'hormones, tu as des pics d'énergie, des gros downs, surtout au premier trimestre, où tu as l'impression que tu peux rien faire. Donc, il faut essayer de trouver une activité dans laquelle tu prends du plaisir et qui te motive, tu vois, à faire ou à aller. Donc ça, c'est important. Après, ce qui est quand même important, pour moi, je trouve que c'est essentiel, c'est du renforcement musculaire parce que c'est vraiment efficace pour pallier au déconditionnement musculaire qui peut arriver pendant la grossesse. Et c'est ça aussi qui va te permettre, tu vois, d'avoir un dos plus fort et du coup limiter les maux de dos et plein d'autres petits maux, petits ou gros, de la grossesse qui peuvent arriver. Donc le renfort, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important et il faut l'intégrer. Donc du renfort qui est adapté, bien sûr. Et puis après, des pratiques un petit peu plus douces, tu vois, pour essayer de te connecter un petit peu plus à ton bébé, relâcher la pression, relâcher le stress. Donc tout ce qui est yoga, pilates pour la musculature profonde, c'est super bien, avec des mouvements qui sont adaptés pour le pilates surtout, parce que le pilates travaille beaucoup la sangle abdominale et pendant la grossesse, il faut vraiment adapter ces exercices de renfort de la sangle abdominale. Et pareil pour le yoga, essayer de se rapprocher de professeurs qui sont sensibles à ça et qui ont une spécialisation, c'est mieux. Il y en a de plus en plus maintenant, donc c'est super. Beaucoup de profs, pilates ou yoga pré-postnatal. Et voilà, et pas hésiter à aller marcher aussi pendant la grossesse, ça c'est super, ça fait travailler le cardio. Aller, pourquoi pas faire de la piscine, enfin vraiment, voilà, faire un truc qui te fait plaisir. Et idem pour le postnatal. Parce que, souvent tu traînes un peu les pieds. Enfin, ça dépend des femmes, mais la plupart du temps, vu qu'on est un peu sous l'eau, qu'on a toujours 10 000 choses à faire et que, franchement, l'activité physique, c'est pas toujours dans notre top priorité, autant faire un truc que tu as envie de faire. Donc, vraiment, commencer au début. Si t'as pas envie de te faire du renforcement musculaire, va marcher avec ton bébé, tu prends ta poussette, ton porte-bébé, ce que tu veux, et tu vas marcher avec ton bébé, ça te fait prendre l'air, et ça fait énormément de bien au corps et à la tête. Et puis après, voilà, essayer de se caler des entraînements pas forcément très longs, parce que c'est ça que je dis souvent à mes jeunes mamans, c'est que je pense qu'il faut arrêter de se dire si je fais pas 1 heure de sport, c'est pas efficace. Si je vais pas à la salle de sport, c'est pas efficace. Non, tu peux très bien faire des entraînements qui sont efficaces 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes par jour ou tous les 2 jours, c'est super bien. Mais c'est vachement rassurant ça, parce que justement, j'allais te dire, moi personnellement, je suis pas sportive de base, j'aime pas le sport de base, je suis pas du tout sportive, j'étais vraiment la fille qui fuyait les ballons et les trucs comme ça quand j'étais plus jeune, la dernière à être prise dans les équipes de sport, c'est vraiment pas mon truc, et même enceinte du coup bien sûr, et donc entre les femmes qui vraiment ont du mal à trouver la motivation et les femmes qui manquent de temps parce que elles bossent trop, parce que voilà, j'allais vraiment te demander, on y va, vraiment tes tips quoi, et tu me disais c'est hyper important, on peut faire juste 10-15 minutes et ça suffit quoi. Ouais, carrément. Si c'est un entraînement complet, enfin en fait, moi mon approche c'est ça sur le studio, j'essaie vraiment de proposer des entraînements qui sont complets, fonctionnels, et en peu de temps, tu sens que tu transpires, tu vois.
c'est raisonnable. Tu peux adapter l'intensité en fonction de ton niveau, parce que je donne toujours les modifications pour les femmes enceintes et les jeunes mamans. Mais si tu veux, tu peux très bien avoir un entraînement efficace en 20 minutes où tu es rincé et tu sens que tu as bien travaillé. Et t'es pas là à te stresser, il faut que je prenne une babysitter ou que je demande à mon mec de garder les enfants pendant je sais pas combien de temps pour aller faire ta séance de sport en salle ou quoi. Non, tu peux le faire chez toi, tu te mets dans ta chambre, dans ton bureau, n'importe où, dans ton salon, et tu te cales ça, allez, une petite demi-heure, tu vois, le temps de te mettre dedans, de t'échauffer et tout, et c'est calé, et franchement, après, tu te sens tellement bien. Et ça suffit. Et c'est tous les jours ou c'est plusieurs fois par semaine? Moi, ce que je recommande dans mes programmes, par exemple, j'ai 3 programmes, et là, tu vois, je suis en train d'en travailler sur un qui s'appelle Fit Pilates, où c'est un mix, en fait, entre du Pilates et du renforcement musculaire. Donc là, le programme, il sera proposé en fait avec un rythme de 2 entraînements de Pilates par semaine et 2 entraînements de de renforcement musculaire. Donc tu as une prof de Pilates, Oriane, qui fera les deux entraînements, et ils sont de 25 minutes chacun. Et moi, pareil, du renfo qui fait exactement 18 minutes et 2 fois dans la semaine. Donc tu vois, tu arrives à... En gros, tu te fais 2 heures dans la semaine avec 4 petites séances que tu peux caler dans ta semaine comme tu veux. Et tu vois, et je le dis souvent aux filles, je dis, ok, franchement, c'est chaud de trouver du temps. Mais je pense que si tu te dis, ma priorité, là, c'est quand même aussi ma santé physique et ma santé mentale, t'arrives, tu peux trouver une demi-heure une fois tous les 2 jours pour t'entraîner, tu vois. Moi, je dis souvent, essayer de peut-être, quand tes enfants dorment et que t'es ok avec le sommeil, peut-être te lever une demi-heure plus tôt pour faire ton entraînement si ta journée après c'est non-stop et que tu sais que le soir t'es crevé. À ta pause déj, peut-être, au lieu de t'aller te faire un déj ou quoi, maintenant, en plus, il y a le télétravail, tu vois, donc beaucoup de télétravail, tu te cales ta petite séance une demi-heure avant de manger et t'es au top. Et puis si t'as l'énergie le soir, pourquoi pas faire le soir, ou voilà, en fonction des rythmes de chacune. Mais en fait, ce qui est dur, c'est de se lancer, de se dire, allez, go, j'y vais. Mais après, une fois que t'es lancé, tu ressens les bienfaits de cette pratique tellement vite que c'est trop dommage, tu vois, de s'arrêter à se dire, ah, j'ai pas assez le temps. Parce que concrètement, on peut optimiser notre temps. Moi, je me trouve des excuses, hein. Mais quand tu grattes un petit peu, tu te dis, non, mais regarde le temps que tu passes, je sais pas, moi, tu vois, souvent le soir, je sais pas, tu regardes une série, t'es devant Netflix ou quoi, clairement, tu peux te lever en fait de ton canapé, et ton Netflix, c'est bon, il peut attendre, tu vois, tu te fais ta séance. Ou scroller sur les réseaux sociaux, combien de temps, quand tu regardes tes stats, de combien de temps tu restes sur les réseaux. Alors moi, c'est mon boulot aussi, mais je pense que beaucoup de personnes, même si c'est pas leur métier, sont trop sur les réseaux sociaux. Donc t'essaies de réduire ton temps sur les réseaux, et franchement, tu te trouves à l'aise 20 minutes pour te faire ton entraînement. Donc ça dépend aussi des priorités de chacune, et comment... Est-ce que tu veux vraiment intégrer le sport dans ta vie ou pas? Et si on reparle de l'aspect psychologique, on a parlé de l'alimentation, du physique, l'aspect psychologique, c'est super important. Toi, est-ce que, je sais pas, tu peux nous expliquer comment concrètement, en fait, tu le prends en compte, dans tes coachings? Alors, moi, dans mes coachings, en fait, moi, c'est vraiment via l'intervention d'expertes sur le studio. Moi, l'aspect psychologique, je le mentionne un petit peu, tu vois, dans mes entraînements, mais c'est pas ma spécialité. Donc, du coup, vraiment, j'essaie d'intégrer des experts qui peuvent apporter des outils, surtout pour gérer le stress, pour proposer des astuces pour l'organisation. J'ai une experte, par exemple, qui a traité la problématique de la charge mentale, qui est une vraie problématique chez les femmes. Donc, comment maîtriser ça? Voilà, avec de la sophrologie, avec de la méditation, des choses comme ça. Essayer de proposer différents petits outils, et après les jeunes femmes peuvent venir et puis piocher et prendre en fait ce qui les arrange, ce qui leur convient, et surtout ce qui marche. Chez elles. Ouais. Toi, aujourd'hui, c'est quoi les principales problématiques de tes clientes que tu rencontres? Moi, principale problématique, c'est le temps. Manque de temps pour s'entraîner. Manque d'énergie parce qu'elles sont vidées de leur journée, parce qu'elles sont fatiguées peut-être de leur grossesse, parce qu'elles sont enceintes, ou parce que voilà, leur bébé dort pas, fait passer nuit. C'est vraiment manque de temps et fatigue, et organisation aussi. Beaucoup ont du mal à trouver une organisation qui leur permette de se dégager des temps libres. Et pareil aussi, il y a un peu la culpabilité qu'elles peuvent ressentir en prenant du temps pour elles, pour s'entraîner, en se disant, tiens, tu vois, là, je pourrais être peut-être avec mon enfant.
Et ça, c'est un truc que moi, je ressens, j'ai beaucoup ressenti et que je ressens toujours, la culpabilité de la maman. Et voilà, et ça, c'est un truc à travailler aussi parce que faut se dire que en prenant soin de soi avant, on sera une meilleure maman. On sera une maman plus disponible, une maman moins stressée, une maman bien dans ses baskets et cool pour ses enfants. Alors que si on est là à être sous l'eau, à pas prendre de temps pour soi, à se laisser aller, tu vois, et pas se sentir bien, bah franchement, t'as une répercussion sur tes enfants, sur ta relation, sur tout, quoi, en fait. Donc, c'est super important d'y penser. Mais c'est dur de le mettre en place. C'est très, très dur. Et en plus, ce qui est super dur aussi pour les mamans et pour les futures mamans, c'est que voilà, c'est un peu aussi cette image Instagram de vie parfaite. On mange sain, on fait du sport, on a le poids idéal. Et ça peut être, j'imagine, décourageant aussi pour tes clientes qui arrivent et qui se disent « Mais moi, je vais jamais réussir, en fait, cela. » Toi, je sais pas si tu as des problématiques comme ça et comment tu les gères et quelles réponses tu apportes. Ouais, bah écoute, oui, j'ai des jeunes mamans qui sont des fois un petit peu déprimées, dépitées par rapport à ce qu'elles voient sur les réseaux. Alors, moi, je suis quand même contente parce qu'on voit une évolution quand même depuis une bonne année de l'image de la maman en postnatal. Il y a beaucoup de filles, tu vois, qui montrent leur corps en postnatal et clairement qui ouvrent les yeux sur le fait que non, quand tu accouches, ton ventre, c'est pas enfin, genre, il redevient pas plat direct, tu vois, et il reste gonflé et gros pendant quelques semaines et c'est ok avec ça. Donc ça c'est cool, ça évolue. Mais après, clairement, oui, il y a encore beaucoup de personnes sur Instagram, beaucoup de filles qui ont, t'as l'impression qu'elles ont un corps parfait. Et c'est vrai que ça peut mettre la pression pour une jeune femme, on va dire lambda, tu vois, qui est pas une Instagrammeuse, qui a une vie, on va dire, classique, boulot, métro, dodo. Et ça, c'est compliqué. Moi, j'essaie vraiment de leur dire, de leur dire déjà que c'est normal, tu vois, que leur corps ne se remette pas tout de suite, qu'il y a plein de facteurs qui font que ça se remet pas tout de suite, qu'il faut laisser le temps aussi, et qu'il faut essayer de leur donner les outils pour qu'elles travaillent psychologiquement à l'acceptation de ce nouveau corps, mais après leur donner aussi les outils efficaces et les bons conseils pour qu'elles puissent appliquer facilement dans leur vie le sport qui clairement changera beaucoup leur physique et l'alimentation qui est encore limite plus importante que le sport pour changer leur physique et se sentir bien et pleine d'énergie parce que l'alimentation, ce que tu mets dans ton corps, ça a bien sûr une relation directe sur ton niveau d'énergie. Pendant une semaine, tu manges mal, tu manges pas assez de légumes, pas assez de fruits, voilà, bah tu le ressens direct quelques jours après. Donc ça, c'est super important. Les sensibiliser à ça, les faire tester, qu'elles aient le temps, tu vois, de se rendre compte en fait de tous ces bienfaits, de l'impact positif que ça a sur leur corps. Elles le constatent. Et ensuite, c'est ça qui va les motiver, tu vois, à continuer le sport, à continuer à bien manger. Si on parle, avant les petites questions que je pose toujours à la fin de l'interview, si on parle un petit peu justement de ton équilibre vie pro, vie perso, toi personnellement, comment tu l'organises aujourd'hui et est-ce que tes enfants comprennent ton métier ? Alors, écoute, Maya, je crois Maya, c'est ma plus grande, elle a 4 ans. Je pense qu'elle commence un petit peu à comprendre. Maman, elle fait des vidéos. Maman, voilà, elle travaille beaucoup et elle est des fois sur son portable, à parler à son portable, à faire une story, même si j'essaie de pas trop le faire devant mes enfants, tu vois. Mais des fois, je les partage et elle le voit. Mais je pense que Maya, elle commence un peu à comprendre. Et puis Thaïs, non, elle a 2 ans, elle comprend pas trop. Et puis après, écoute, équilibre vie pro, vie perso, moi, ça a été un réel challenge depuis une bonne grosse année et demie, depuis la sortie de mon studio, en fait, où c'est un gros projet. Et en fait, tout a changé énormément dans mon environnement de travail parce que maintenant, j'ai une équipe. Donc, en fait, je suis passée de coach sportif à faire ces programmes un petit peu de manière aléatoire, tu vois, quand je voulais. Enfin, je menais un peu, tu vois, mon business comme je voulais, quand je voulais, en plus sans enfant, à maman de 2 enfants,
avec un studio en ligne, une équipe aussi à gérer. Donc, je suis devenue manageuse, tu vois, d'équipe aussi, et en même temps, avec plein d'autres problématiques de chef d'entreprise. Et en fait, c'est vrai que cette année et demie, j'ai été plus chef d'entreprise que coach sportif. Alors, même si, tu vois, je tournais des vidéos et que, voilà, création de contenu oblige pour faire tourner et apporter du contenu intéressant à ma communauté et mes abonnés. Mais j'étais, comme je te disais, j'étais plus souvent derrière mon ordinateur que dans les salles de sport ou chez moi à pratiquer, à développer mes compétences. Et en fait, du coup, beaucoup de travail et très dur de gérer ma vie pro, ma vie perso, parce qu'en plus, il y a eu les confinements dans tout ça. Donc ça, de toute façon, c'est le problème de tous, hein, mais on a été confrontés à ça, gérer le travail avec tes enfants à la maison. Là, en plus, des jeunes enfants, tu vois, enfin, tu sais ce que c'est voilà, c'est pas des ados qui sont dans leur chambre à regarder des séries, quoi. Faut les occuper tout le temps. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, pareil, nous, tu vois, on a eu ce retour en France qui a été pour moi aussi une étape plus ou moins difficile, on va dire, me réadapter, en fait, à cette vie en France après 10 ans d'expat, qui a pas été facile aussi. Et du coup, ça a été un gros changement, en fait, sur plein de points dans ma vie. Et clairement, je pense que j'ai été très challengée sur cet équilibre début d'année, fin d'année 2020, début 2021. Et depuis cet été, ça va un petit peu mieux parce que tout se met bien en place. Mais voilà, c'était un challenge quand même. Et comment, justement, quels sont tes tips ou tes conseils pour, justement, y arriver, quoi. Ouais, alors vraiment, des tips, hein, pareil, c'est adapté en fonction de chacun, parce qu'on a tous des situations différentes. Mais moi, tu vois, par exemple, c'est... Alors déjà, moi, ce qui m'a permis d'aller mieux, c'est de faire un gros break. J'ai fait un gros break au mois de juin 2021, pareil, où j'étais un peu limite au bord tu vois, mini burn-out, quoi. J'étais vraiment pas top. J'ai eu des problèmes de santé et tout. Donc je me suis arrêtée et j'ai fait un gros break. Je suis partie en vacances avec ma famille où vraiment je me suis recentrée sur l'essentiel. Et puis petit à petit, du coup, j'ai essayé vraiment de cloisonner un petit peu plus mon travail et me mettre des horaires de travail et me dire, tu vois, le soir, t'arrêtes de travailler, le week-end aussi. Enfin, tu vois, essayer de réduire ma charge de travail peut-être en étant moins ambitieuse sur les objectifs de ma boîte, tu vois, et me dire, mais en fait, c'est quoi l'essentiel ? Est-ce que, c'est la réussite de ta boîte, c'est super bien, mais au final, ce qui est quand même important, c'est aussi la vie, profiter de la vie, profiter de tes enfants, de ton mari, et tu vois, remettre un petit peu à niveau tes objectifs dans la vie et comment tu vois les choses, ça aide aussi. Et du coup, prendre les actions en fonction de ces objectifs-là. Ça a été aussi du coup prendre un petit peu de temps pour moi, tu vois, parce qu'avant c'était en gros ma vie c'était soit je travaille, soit je m'occupe de mes enfants, soit je dors. Donc quand je dormais 7 heures, c'était mon seul moment où mon cerveau était off, et en fait après tout le reste du temps c'était en mode on à 100%, et pas de temps pour moi. Et là j'ai vraiment essayé de m'incorporer des temps pour moi, pour ma pratique sportive, pour juste, je sais pas, aller faire du shopping, tu vois, mais sans culpabilité, tu vois, te dire, voilà, tu vas te faire ton shopping comme je faisais quand j'avais 16 piges, tranquille, tu vois, sans penser à tes problèmes, tu vois. Donc, il y a ça aussi, et il faut se forcer, il faut se le mettre dans l'agenda. Moi, maintenant, c'est ce que je fais, je me le mets dans mon agenda. Et puis, pareil aussi, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai vu que ma priorité, pour moi, c'est ma famille, mes filles, mon mari. Je me mets aussi dans mon agenda des moments privilégiés avec elle. Donc, tu vois, par exemple, hier, j'ai fait Thaïs, je suis allée la chercher à midi et j'ai passé l'après-midi avec elle. Alors que normalement, c'est un mardi, tu travailles. Mais là, je me suis dit, de toute façon, tu as la chance d'être flexible, donc offre-toi ce luxe. Et juste, tu te dis que voilà, mardi t'es avec ta fille, et là, cet après-midi, tu vois, je vais chercher Maya et on passe l'après-midi ensemble aussi, toutes les deux. Donc, c'est aussi, voilà, me permettre des petits moments avec mes filles. C'est tout nouveau, mais j'aimerais bien vraiment continuer ça sur la longueur. Ouais, non, c'est hyper important. Et en plus, ce que tu dis, noter dans l'agenda, parfois on n'y pense pas, mais c'est tout bête, mais ça permet vraiment, voilà, le fait de le visualiser, tu t'accordes ce moment, quoi. Et, c'est ça. Et ton mari a été sans rentrer dans les détails intimes, bien sûr, mais tu as réussi à partager ça avec lui, et tu arrives au quotidien à partager les downs et les ups, parce que je sais que voilà, la personne qui t'accompagne est toujours
voilà, c'est quand même très important. Ouais, bah écoute, ouais, carrément. Moi, mon mari est super compréhensif. Il m'a toujours soutenue depuis le début de mon activité. Il a toujours été là. Et ouais, clairement, il me permet de me faire réfléchir sur différents points. On en parle et clairement, il me soutient, il me soutient dans tout ce que je fais, dans les décisions. Et même des fois, tu vois, quand je travaille trop, que ça le saoule, il est compréhensif. Il prend pas trop la tête. Il me le dit que voilà, bah tu vois, genre tu devrais franchement s'abuser là. Regarde, ça fait 2 soirs de suite, tu vois, on s'est pas posé genre tranquille tous les deux. T'es derrière ton ordi, c'est un peu abusé, hein. Bon bah ok, et c'est normal, tu vois. Moi je sais que s'il fait ça, peut-être que je serais aussi saoulée. Donc du coup, il me le dit, mais tu vois, de manière toujours bienveillante et surtout c'est pour moi. Il me dit bah tu vois, enfin t'as pas de temps pour toi, faudrait que tu. Des fois il me motive, tu vois, genre à partir. Il me dit mais va te faire un week-end toute seule, ça te ferait du bien, ou tu vois avec des copines. Ou... il pense à mon équilibre général et ça c'est super super bien et je sais que je suis très chanceuse. Donc c'est cool. Mais ouais, clairement, pareil, quand tu es entrepreneuse et quand tu es à fond comme ça aussi, il y a l'aspect tes enfants, mais c'est clair qu'il y a le couple aussi qui est important de garder, qui a une place centrale dans la vie parce que c'est aussi le socle de beaucoup de choses. Donc c'est très important d'y faire attention. Exactement. On va finir par des petites questions que je pose toujours en fin d'interview. Le but, c'est d'y répondre assez rapidement, voilà, sans trop réfléchir. Les questions que l'on te pose le plus, que ce soit sur tes réseaux sociaux ou dans la vie. Alors, la question qu'on me pose le plus, bah, en fait, souvent on me dit mais comment tu fais pour être aussi mince après tes grossesses? Donc, je leur dis, j'applique ma méthode, mes entraînements et tous les conseils que je vous partage au quotidien, c'est ce que je fais. Après, je pense que j'ai peut-être aussi une nature qui fait que je prends pas énormément de poids, mais ça, c'est vrai qu'on me la pose souvent. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Comment tu fais pour t'organiser pour les meal prep? Parce que je fais beaucoup de meal prep et pour moi, c'est un peu la clé pour essayer de pas être sous l'eau et de manger un peu n'importe quoi le soir. Les meal prep, c'est la préparation des repas en avance. Intéressant. Tu sais, c'est du batch cooking en fait. Tu fais tout d'un seul coup. Tu te prépares 3-4 plats en avance et voilà. Et donc, du coup, ça te fait 3-4 jours sans cuisiner. Tu gagnes du temps le soir quand tu rentres du boulot avec les enfants. Hop, tu sors un plat, tu le fais réchauffer et puis basta. Donc, ça, c'est des conseils un petit peu sur le. Et comment tu fais justement? Qu'est-ce que tu réponds? Parce que c'est hyper intéressant. Eh bien, pareil, c'est une organisation que j'essaie de mettre en place où le week-end, je me prends 1 à 2 heures où je cuisine plein de choses. Tu vois, je me fais genre des œufs durs, 6 œufs durs, je fais des pâtes, un gros plat de pâtes complète ou du riz complet, et puis je fais un gros plateau de légumes grillés au four, par exemple. Enfin, voilà, des quiches, des trucs comme ça. Des choses que tu peux facilement après manger les 3-4 premiers jours de la semaine. Ok, tu conserves au frigo, ça se conserve bien. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, tu vois, 3 jours, ça te fait 3 jours souvent, parce qu'au bout de 4 jours, t'es jamais trop sûr de la fraîcheur du plat. Donc voilà, et ça c'est vraiment top quand t'es maman, pareil, que t'as des longs horaires de travail, que tu rentres le soir à 19h, que tu rentres dans le tunnel du soir où il faut laver les enfants, s'occuper d'eux, être présent pour eux, et puis préparer le repas pour que tout le monde ait un repas cool. Bah voilà, c'est pas toujours évident. Super. Tes citations préférées? Moi, un truc que je me répète souvent, c'est super banal, mais qui ne tente rien n'a rien. Parce que je suis quelqu'un qui me met... Enfin, je pense que c'est beaucoup de monde, mais un peu des barrières, tu vois, en me disant « Ah non, tu vois, là, je serais peut-être pas assez bonne pour faire ça », ou « Ah non, c'est un objectif trop important », ou voilà, t'as ta petite voix, tu sais, qui te dit de pas y aller. Et en fait, au final... à chaque fois, je me dis non, mais Ludie, si tu veux avancer, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux évoluer, bah fais-le quoi. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Et puis au pire, tu perds. Ça fonctionne pas comme tu as envie, mais au mieux, ça réussit et t'évolues. Et ça, vraiment, à chaque fois que je me mets, j'ai mes petites voix qui arrivent là dans ma tête, je me dis ça et je me dis allez, go. Tes livres préférés? Alors, un livre que j'adore, que je conseille énormément autour de moi, et qui a beaucoup changé ma manière de vivre, de travailler. C'est un livre qui s'appelle La femme optimale de Miranda Gray.
Et en fait, c'est un livre qui traite du cycle menstruel de la femme et comment adapter ta vie, en fait, tes activités, que ce soit pro, perso, en fonction de ton cycle menstruel. Donc, tu vois, par exemple, pendant la première phase de ton cycle, t'es souvent... au début, tu as tes règles, donc t'es pas très bien. Donc, elle te conseille, tu vois, de te dire, par exemple, quand c'est ta période de règles, il vaut mieux se reposer, il vaut mieux plutôt faire des activités de rangement, des choses comme ça. Pendant la phase ovulatoire, où là, du coup, t'es au taquet, t'es super social, c'est là où tu peux caler peut-être tes meetings, des networking, des choses comme ça. T'es plus à même, tu vois, d'échanger. Ta semaine avant tes règles, il vaut mieux, c'est toute la partie créative. Donc, si tu vois, tu es entrepreneur et que tu as la partie créative, comme pour moi dans mon métier, c'est là, tu vois, où j'essaie d'écrire mes entraînements, où je réfléchis à mes vidéos, où je réfléchis à mes posts pour les réseaux. Et c'est beaucoup plus facile. Et en fait, je me cale sur ça et c'est dingue comme c'est véridique, quoi. Et moi, ce que je conseille aux jeunes femmes, c'est voilà, de l'acheter, de tester, parce que c'est un peu, tu vois, moi, c'est un peu ma Bible à côté de mon lit. Et tu vois, j'essaie de suivre comme ça. Alors, ça fait plus de 6 mois que je fais ça, que je suis. Et tous les mois, je découvre des nouvelles choses. Et ça permet de te connecter à ton corps, à son énergie. Et tu te sens plus efficace aussi dans ton quotidien. Et tu culpabilises moins aussi, par exemple, pendant ta période de règles, ou un petit peu avant, où t'es pas bien. Tu te dis, attends, j'ai pas d'énergie, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Et tu te dis, non, mais c'est ok, c'est normal, ça va passer, tu sais que dans quelques jours, ça ira mieux, l'énergie va revenir. Et du coup, tu te préserves et c'est super bien. C'est super bien. Hyper intéressant. Tes routines pour être bien physiquement et mentalement? Écoute, routine, essayer d'intégrer du sport dans ma vie le plus souvent possible. Donc moi, j'essaie de m'entraîner une fois tous les 2 jours. Donc ça me fait 4 entraînements, 4-5 quand c'est des semaines super et que j'ai le temps, 5 entraînements, mais en général c'est 4. Et puis pareil, essayer de bien manger au quotidien, tu vois, j'applique vraiment le 80-20 et me faire plaisir quand j'ai envie de me faire plaisir, j'adore bien manger, donc franchement je le fais quand j'ai envie. Et puis pareil, c'est tout nouveau, j'essaie de l'appliquer, mais essayer vraiment de m'accorder des temps pour moi, un petit peu off de mon business et de ma vie de maman et d'épouse. Ouais. Et ça fait du bien. Un échec que tu as vécu et que tu aurais surmonté? Un échec, bonne question. Mon permis que j'ai passé 2 fois. Non, mais en fait, j'ai pas... C'est une bonne question. J'ai toujours su... Comment te dire? Si tu vois, l'échec pour moi que j'ai ressenti, j'ai trouvé que c'était un échec. C'est ça, c'est début 2021, là, quand j'étais pas bien. Pour moi, c'était un échec. Je me suis dit, tu vois, Ludie, tu t'es pas assez écoutée, t'as pas assez bien géré le truc et t'en es arrivé au point où t'en pouvais plus. Et pour moi, ça a été un échec parce que moi qui essaie vraiment d'être toujours à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mes sensations, voilà, enfin, je prône la santé et le bien-être de la femme. Moi-même, j'ai pas réussi à le faire. Je me suis laissée happer par tout ça et pour moi, ça a été un échec de reconnaître, tu vois, que j'étais pas bien, que j'étais pas au top, que je rencontrais des difficultés dans mon équilibre de vie. C'était quelque chose, ouais, qui était relativement négatif pour moi et dur à avouer parce que je pense que ça traînait pas, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, quoi, ça traîne, tu vois, depuis un petit bout de temps et pas me l'avouer assez rapidement. Et ça a été un échec, mais pareil, j'ai rebondi en mettant en place tout ce que je t'ai raconté. Et voilà, et de toute façon, c'est un travail constant. Je dis pas que c'est réglé et de toute façon, je pense que pareil, c'est vraiment la problématique que rencontrent beaucoup de jeunes femmes, qu'elles soient entrepreneuses ou non, essayer de trouver cet équilibre dans sa vie pro-perso quand tu travailles et quand tu es dans une vie où, en plus, tu vois, enfin, de plus en plus, notre société, elle est comme ça, c'est toujours plus vite. Toujours plus d'activités, toujours plus de travail, toujours plus d'argent, toujours plus de... Et ça s'arrête jamais, en fait, tu vois. Donc, je pense que c'est essayer de, comme je disais, de vraiment de se fixer ses objectifs de vie et d'essayer de mettre en place, du coup, les actions qui t'y mènent, quoi. Ouais, exactement. Et ma dernière question que je pose à tous mes invités, donc c'est pas la plus facile, ta définition du risque
et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement? La définition du risque, ouais. Écoute, c'est faire quelque chose déjà clairement qui te sort de ta zone de confort et qui va t'impacter toi ou ta famille ou ton business, en tout cas qui va engendrer des conséquences sans doute, t'as l'impression négatives sur ta vie. Donc c'est ça, prendre un risque. Et la deuxième question, c'est quoi? C'est les risques nécessaires pour vivre pleinement, selon toi. Les risques nécessaires pour vivre pleinement. Elle est très très intéressante cette question, dis donc. Très dur. Ouais, que vais-je répondre? Ah ouais, c'est dur. Quels sont les risques pour vivre pleinement? Ouais, les risques à prendre en fait pour vivre pleinement, les choses à faire selon toi, Ouais. Il faut clairement, il faut prendre des risques pour vivre pleinement, parce que tu vois, comme je disais dans l'interview, je pense que j'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui, une vie que j'adore, et je pense que je suis privilégiée de faire tous les matins quelque chose que j'aime, avoir un business qui marche bien, pouvoir profiter de mes filles quand j'en ai envie au final, parce que j'ai pas de boss qui me dit tu dois partir à telle heure du taf et tout. Ça, clairement, pour moi, c'est la vie que je voulais, mais j'ai clairement pris des risques en quittant, en me redirigeant vers une voie que je connaissais pas, qui était toute nouvelle pour moi au final. Et puis prendre des risques, en fait, tout au long de ma vie entrepreneuriale, j'ai pris plein de décisions qui étaient risquées. Et aussi l'aspect financier, tu vois, c'est super risqué de te lancer comme ça à ton compte. Donc du coup, clairement, pour avoir la vie que tu veux, je pense qu'il faut prendre des risques, mais après, voilà, il faut être faut les mesurer et voir aussi quel est l'impact que ça a sur tes proches, parce que moi, c'était super. J'ai commencé mon business quand j'étais avec mon chéri, qu'on n'avait pas d'enfants, que lui avait une bonne situation, et donc du coup, il a pu clairement me soutenir dans mon projet dès le début. Mais quand t'as une situation financière un petit peu pas au top, et que t'as des enfants, une famille, et que qu'il faut vraiment que tu donnes à manger à tes enfants tous les jours, tu vois, le risque est différent. Tu mesures le risque de manière différente. Donc ça, c'est à prendre en compte. Voilà, je sais pas du tout si ce que j'ai dit répondait à la question, mais si, très bien. De toute façon, c'est ta réponse et chacun répond ce qu'il veut à cette question. Donc très bien. Et merci beaucoup, Ludivine, pour cet échange. Merci à toi, Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Laissez Guillaume Canet vous embarquer avec Audi dans un voyage immersif à travers le temps et découvrez comment cinéastes, musiciens, orateurs et sportifs ont su utiliser le silence pour marquer à jamais leur discipline. L'art du silence, une série podcast à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute. Le silence n'a jamais fait autant de bruit.